J'invite maintenant le docteur Sylvie Briand. Sylvie Briand est directeur en charge de la lutte contre les épidémies à l'Organisation mondiale de la santé. Merci beaucoup. Merci et bonjour. Je voudrais d'abord remercier Ariel et puis les organisateurs du festival et A7 pour m'avoir invité. C'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui et de vous parler des épidémies. Donc, je crois que ça fait un peu suite aussi à ce que le docteur Grégo a dit. On a des germes partout, mais de temps en temps, certains de ces germes sont plus dangereux que d'autres et provoquent des épidémies ou même des pandémies qui sont en fait des épidémies qui touchent plusieurs pays en même temps. Alors par exemple, les pandémies grippales sont très célèbres. On pense par exemple à la grippe espagnole qui a tué des millions de personnes. Et comme ça s'est produit en même temps que la Première Guerre mondiale, en fait, on ne sait pas très bien si les gens sont plutôt morts de la guerre entre les hommes ou de la guerre contre les virus. Mais enfin, toujours est-il qu'on pense qu'il y a eu environ entre 50 et 100 millions de décès à cette époque-là. On a eu d'autres pandémies ensuite au cours du XXe siècle, en 57 et en 68, qui ont été beaucoup moins létales. Et puis finalement, en 2009, la plus récente, celle à H1N1, qui a initialement été appelée grippe porcine. Mais comme dans certains pays, on s'était mis à tuer tous les cochons, on a préféré l'appeler H1N1, comme ça, on n'embêtait pas les animaux pour rien. Qu'est-ce qui fait que ces différentes pandémies ont provoqué ont eu différents impacts, et notamment le nombre de morts qui est très différent en fonction des pandémies? Eh bien, entre la première pandémie grippe espagnole et les suivantes, il y a eu des avancées technologiques majeures, et notamment on a trouvé un vaccin contre la grippe. Et deuxièmement, on a aussi découvert des antibiotiques qui ont permis de soigner les surinfections liées à l'infection virale. Et finalement, entre le XXe siècle et le XXIe siècle, la grosse différence a été la découverte des antiviraux qui, pendant la pandémie de 2009, ont permis aussi de sauver énormément de vies. On a dit que cette pandémie était très peu grave. On a même appelé la grippette dans certains pays. Il y a quand même eu entre 200 000 et 400 000 décès. C'est bien moins que les précédentes, mais c'est quand même pas négligeable, surtout pour les familles qui ont perdu leurs proches dans cette pandémie. Alors sur cette diapositive, vous voyez en fait une frise chronologique depuis le début du XXe siècle, avec toutes les épidémies et pandémies qui ont marqué ce début de siècle. En haut du diagramme, vous voyez que ça a commencé en 2003 avec le SRAS, je ne sais pas si vous en rappelez bien, ça fait 8000 cas et 800 décès, mais le problème c'est que ça a précipité l'Asie dans une crise économique majeure, puisque pendant plusieurs semaines, il n'y a pas eu, tous les vols en direction de l'Asie ont été supprimés, et ça a eu un impact terrible sur l'économie mondiale. Ensuite, nous avons eu H5N1, je dirais plus peur que de mal, puisque le virus n'a jamais provoqué vraiment de pandémie pour l'instant, mais on le surveille de très près. On a eu ensuite H1N1 en 2009, la fameuse grippe H1N1, la grippe porcine. Ensuite, on a eu le coronavirus du Moyen-Orient en 2012 et qu'on a découvert en 2013. Entre ces deux grands événements internationaux, on a eu le choléra en Haïti. Et même si ça n'a touché que Haïti, c'est juste pour rappeler que les maladies du passé existent toujours et frappent encore de nombreux pays. Et on a chaque année environ 70 pays touchés par des épidémies de choléra, mais qui passent complètement inaperçus dans la presse en général. Plus récemment, on a eu l'émergence d'un nouveau virus grippal, H7N9 en Chine, et puis on a eu évidemment Ebola, on ne voit pas très bien sur la diapositive, qui a marqué aussi les dernières années d'une façon très importante. Et c'est pas non plus sur cette slide parce que j'ai pas eu le temps de la remettre à jour, mais récemment on a eu Zika, et actuellement nous avons 2 énormes épidémies de fièvre jaune en Afrique, en Angola et en République démocratique du Congo. Dans la partie inférieure de cette diapositive, vous voyez qu'à chaque fois, la communauté internationale s'est organisée, a défini des nouveaux accords. Donc, un des plus connus est le Règlement sanitaire international, qui ici s'écrit en anglais IHR, International Health Regulation. Mais aussi, on a, juste après la pandémie, développé un nouvel outil qui s'appelle le PIP Framework, Pandemic Influenza Preparedness Framework. Et je vous en parlerai un
petit peu plus tard. Pour dire juste que dans un monde qui est complètement mondialisé, où l'économie est mondialisée, les échanges aussi, eh bien, les virus sont aussi mondialisés. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a de plus en plus d'épidémies, et surtout des épidémies qui prennent des proportions de plus en plus importantes? Eh bien, c'est évidemment les voyages, et surtout les voyages, l'intensification du trafic aérien. Vous voyez ici, sur cette diapositive, tous ces petits traits montrent toutes les routes aériennes qui sont empruntées chaque jour. Et encore, on n'a pas mis ici tous les déplacements à l'intérieur de chaque pays, puisque maintenant, on a pas mal de compagnies low cost aussi qui nous aident à voyager beaucoup plus vite. Alors ici, je vais faire ça comme ça, voilà. Alors ceci, c'est pour montrer les kilomètres parcourus chaque année par les humains. Je ne me lancerai même pas dans la lecture de ce nombre qui est très compliqué, et surtout pas en anglais. Mais toujours est-il que, en fait, si on met bout à bout tous les voyages effectués chaque année par l'ensemble des humains qui prennent l'avion, eh bien, on a chaque année 20 allers-retours de la Terre au Soleil. C'est ça ce que ça représente. Donc, ça a autant d'opportunités pour les virus de voyager et de se disperser à la surface du globe. Alors, comme ça a été dit par les présentateurs précédents, ces maladies épidémiques, en fait, au départ, commencent par des virus ou des bactéries ou même des parasites, et qui, la plupart du temps, dans 70% des cas en général, proviennent de maladies animales et sautent la barrière des espèces et infectent un humain. Donc c'est ce qu'on appelle le cas index que vous avez en haut de la diapositive. Alors ici, ça représente une chaîne de transmission du SRAS à Singapour, qui commence par un cas et puis qui transmet la maladie à son mari, ensuite à 3 patients qui partageaient la même chambre à l'hôpital, et puis ensuite à 7 visiteurs qui sont venus lui rendre visite, et puis ensuite à 10 personnels soignants qui eux-mêmes le transmettent à d'autres patients, et puis à leurs familles, et puis à leurs amis, et puis ainsi de suite, et c'est comme ça qu'on arrive à une épidémie. Alors en fonction de la maladie, évidemment, les modes de transmission sont très différents. Ça, c'est une chaîne de transmission d'un virus respiratoire, donc ça se transmet très facilement quand on éternue, quand on tousse, ou même quand on parle, alors que d'autres maladies sont beaucoup moins transmissibles, comme Ebola, qui se transmet à travers le sang, ou à travers les liquides corporels, par exemple les vomissements ou la diarrhée. Donc c'est beaucoup moins transmissible, et c'est pour ça que l'épidémie en fait, d'Ebola, alors qu'elle a touché énormément les populations d'Afrique de l'Ouest, ne s'est pas transmise à l'ensemble de la planète en 2014. Alors, ces épidémies, évidemment, elles font partie de l'histoire de l'humanité. On se rappelle les pestes, la peste noire au Moyen-Âge, les épidémies de choléra qui ont transformé aussi les échanges commerciaux à une certaine époque. On la voit beaucoup dans les films et Contagion, par exemple. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que ça participe aussi à cet inconscient collectif. Il y a beaucoup de paniques, en fait, qui sont générées par les épidémies, alors même que parfois elles ne sont pas si transmissibles que ça, et on pourrait très bien éviter de se contaminer. Ce qui a changé récemment, c'est qu'évidemment, on essaye de se protéger contre ces épidémies. Donc, je prends l'exemple de la grippe, on a maintenant un vaccin, donc c'est très important. Mais le problème, c'est que quand on a eu la pandémie de 2009, le vaccin, on en a, mais on en a un peu. On n'en a certainement pas pour vacciner 7 milliards d'habitants. Donc, comment on peut s'organiser quand on a une pandémie pour que tout le monde ait accès aux vaccins ou aux antiviraux ou même aux diagnostics et aux autres traitements? Eh bien, il faut s'organiser, il faut que tous les États membres, et nous sommes une agence des Nations Unies à l'OMS, donc on s'arrange pour justement qu'il y ait cette coordination internationale entre nos 194 États membres, de façon à ce que tout le monde puisse avoir accès à ces mesures en cas de pandémie. Donc, en 2011, nos États membres ont adopté le PIP Framework, qui est ce document, et ce document définit comment on va collaborer en cas de pandémie mondiale, et c'est un document très important parce qu'il met en coordination non seulement les États, mais aussi la société civile et aussi les producteurs de vaccins.
Je vais aller très vite parce que je vois qu'il me reste peu de temps, mais juste pour dire que c'est très compliqué de fabriquer un vaccin pour la pandémie parce que, en fait, une pandémie, c'est lié à un nouveau virus. En général, c'est le mariage d'un virus qui est chez le porc ou les poulets, donc porcins ou aviaires, avec un virus humain. Ils se marient, ils font beaucoup d'enfants, mais c'est leurs enfants qui sont des enfants terribles, des enfants et qui peuvent infecter les humains et créer beaucoup de maladies. Et donc, on ne connaît l'identité de ces enfants que quand on les voit se transmettre et qui commencent à créer des cas de grippe et une grippe plus mortelle. Donc voilà, la riposte et la préparation aux épidémies ou aux pandémies, c'est très difficile dans notre monde actuel puisqu'on est de très nombreux pays. Nous ne parlons pas le même langage, nous n'avons pas les mêmes capacités économiques et ni les mêmes systèmes de santé. Et donc c'est une très difficile chorégraphie intersectorielle, multidisciplinaire. On essaye de faire en sorte que, évidemment, ça soit toujours basé sur des faits scientifiques. Et c'est là où la biologie est très importante parce que, par exemple, pour la pandémie, on est obligé de savoir quel est le virus responsable. Donc, il faut avoir des moyens diagnostiques un peu partout sur la planète. Et on doit toujours composer avec l'incertitude parce que, avant que la crise arrive, on ne sait jamais quel germe va être le suivant et comment on va pouvoir se préparer pour vraiment combattre cette épidémie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dr Sylvie Briand.